Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de comment impliquer votre entreprise dans un projet de régénération de la biodiversité. Je suis Claire Gassia, directrice des partenariats agricoles chez Agotera. Alors, Agotera, on est une entreprise à mission qui accélère la transition agroécologique grâce au financement d'entreprises engagées. On recolle le monde de l'entreprise et le monde agricole pour aider les entreprises en fait à atteindre leurs objectifs de transition grâce à de la contribution territoriale ou avec un travail avec sa chaîne de valeur pour améliorer l'impact environnemental et la résilience de sa propre chaîne de valeur. Et on a par exemple un réseau de 4000 agriculteurs qui sont engagés dans des projets de transition. Je suis aujourd'hui avec Karine Legout, directrice RSE et communication interne chez Bertrand Hospitality, et Sophie Cucheval, directrice filière et régénération chez OE. Bonjour à toutes. Oui, bonjour. Et on va donc, voilà le programme du webinaire d'aujourd'hui. Donc on va commencer par une petite introduction sur pourquoi c'est important de soutenir des projets de régénération de la biodiversité. Sophie va vous présenter le projet ambitieux sur le domaine OE. On abordera aussi comment on suit le projet et comment on fait remonter les indicateurs de ce projet. Ensuite, Karine nous présentera la démarche de Bertrand Hospitality et pourquoi ils ont choisi de soutenir ce projet. Et on finira par une conclusion et des questions. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à noter vos questions dans le chat au fur et à mesure du webinaire. On y répondra donc à la fin. Alors d'abord, quelques mots sur pourquoi soutenir la biodiversité. Je commence par une image simple mais qui est assez éloquente. À gauche, le pare-brise de la voiture de mes parents, par exemple, quand ils partaient en vacances à l'époque. Parsemé d'insectes et à droite le pare-brise d'une voiture aujourd'hui sur un même trajet. C'est très simple, mais ça représente un constat qui est assez terrible en fait, qui est que depuis quelques dizaines d'années en Europe, la population d'insectes a déjà baissé de 70 à 80%. Donc c'est énorme. Et beaucoup plus largement que ça, on a un constat d'extinction rapide de la biodiversité aujourd'hui, à tel point qu'on parle de la 6e grande extinction. Par exemple, on estime entre 7 et 13% la part d'espèces animales et végétales qui ont disparu depuis plusieurs siècles et que jusqu'à 50% des espèces d'aujourd'hui pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. Donc c'est une crise extrêmement profonde et qui est en plus extrêmement rapide puisque les scientifiques estiment que c'est une crise qui est 1000 fois plus rapide que les précédentes. Par exemple, l'extinction des dinosaures, on s'imagine que ça a été extrêmement rapide, par exemple, qu'il y a eu le volcan ou la météorite et que pouf, le lendemain, il n'y avait plus de dinosaures. Mais en fait, pas du tout. Ils ont mis 1 million d'années avant de disparaître. Et aujourd'hui, on parle de quelques centaines d'années, quelques dizaines d'années pour qu'il y ait 50% des espèces qui disparaissent. Donc, c'est une crise vraiment extrêmement rapide. C'est pour ça que c'est urgent d'agir et que c'est important qu'on agisse tous pour contrer cette crise actuelle. Et un point qui est important pour réussir à stopper cette crise, c'est de comprendre ses causes, en fait. Et donc, il y a 5 grandes causes de l'effondrement de la biodiversité. La première cause, c'est la suppression des habitats, dont les premiers, c'est la déforestation et l'artificialisation des sols. Mais si on pense à l'agriculture, par exemple, il y a aussi les haies. Aujourd'hui, en France, par exemple, on arrache annuellement 20 000 km de haies. Et les haies, ce sont en fait des habitats pour les oiseaux, pour des insectes pollinisateurs, pour plein d'autres animaux qui sont essentiels en fait à la richesse de la biodiversité. La deuxième cause, ce sont les prélèvements excessifs. Par exemple, en France, aujourd'hui, il y a environ 50% de la pêche qui arrive dans les ports de France qui est issue de la surpêche. La troisième cause, c'est le changement climatique, avec du coup une évolution du climat qui n'est plus tout à fait adaptée au rythme des espèces, qui doivent du coup s'adapter à ce rythme, migrer de zones géographiques, mais qui n'ont parfois pas le temps. Avec par exemple l'exemple de la mésange charbonnière, qui en fait dont le cycle reproducteur est extrêmement lié aux larves des chenilles. Et en fait, comme on voit les larves des chenilles éclore de plus en plus tôt au printemps,
elles éclosent plus tôt que la date de naissance des oisillons des mésanges. Et donc, en fait, le rythme n'est plus calé, ce qui met les mésanges vraiment en difficulté pour nourrir leurs petits. La quatrième cause, ce sont les pollutions qui peuvent être assez variées. Quand on pense à l'agriculture, il y a évidemment les pesticides qui ont un impact très important sur les pollinisateurs, mais aussi, par exemple, les engrais chimiques qui, en fait, quand on les utilise en excès et avec les pesticides, ça a un impact important aussi sur la faune du sol, les vers de terre, les bactéries, les champignons. Ça dérègle l'écosystème et ça peut très largement dégrader la vie du sol. Et donc, on arrive aujourd'hui, par exemple, avec 25% des sols européens qui sont dégradés, notamment liés aux pollutions, mais aussi au travail du sol. Et enfin, la cinquième cause, ce sont les espèces envahissantes. Par exemple, en Europe, on voit maintenant le frelon asiatique qui est très patient quand il reste en face d'une ruche de nos abeilles européennes et qui les décime de manière assez massive. L'effondrement de la biodiversité, j'insiste sur ce point, c'est pas seulement un sujet qui est éthique, où on pourrait dire c'est affectif, il y a des espèces qui disparaissent, mais pas seulement, ça a un impact très concret en fait sur notre vie et notre société. Il y a énormément d'interdépendance entre les entreprises et la société de manière générale et la biodiversité. Donc les entreprises exercent des pressions sur la biodiversité, on vient de les voir, et la biodiversité, de son côté, fournit un grand nombre de services écosystémiques aux entreprises. Ça peut être des services de ressources, comme par exemple la nourriture, le bois. Il y a aussi des services de régulation, comme par exemple la filtration de l'eau, de l'air, les pollinisateurs. Par exemple, on observe que sur du colza, en Europe, en fait, l'absence de pollinisateurs peut baisser le rendement jusqu'à 30%. Donc, on est quand même directement lié à ces services-là. Et puis, des services plus culturels, sociaux, comme les loisirs, etc. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est donc un appauvrissement de la biodiversité. Et certains s'amusent à le chiffrer, en fait, quels sont les gains pour l'économie de ces services écosystémiques. Par exemple, il y a eu une étude de Swiss Re, un des plus gros assureurs et réassureurs au monde, qui a estimé que 55% du PIB était lié aux services écosystémiques. Alors 55, ça peut paraître déjà énorme, mais j'ai envie de dire pourquoi pas même 100%, parce qu'en fait, on doit tous manger. Si on arrête de manger, finalement, il va plus se passer grand-chose côté PIB non plus. Donc en fait, on est vraiment intrinsèquement lié à ces services écosystémiques et à cette biodiversité. Et quelle que soit l'entreprise, reliée d'une manière ou d'une autre à la biodiversité, notamment dans l'agriculture, puisqu'on dépend tous de la nourriture pour vivre et pour travailler. Et on observe que la biodiversité, notamment dans l'agriculture, aujourd'hui, elle s'affaiblit sur ces trois piliers. Donc les espèces, on dépend d'assez peu d'espèces en fait pour la nourriture mondiale. Environ 200 espèces végétales fournissent l'essentiel de l'alimentation au niveau mondial. Ça peut paraître peut-être beaucoup, je ne me rends pas compte, mais en tout cas, c'est extrêmement faible. Pour vous donner un ordre de comparaison, rien qu'en France, il y a 40 000 espèces d'insectes. En fait, 200, au niveau de la biodiversité générale, c'est un chiffre très, très faible. Donc, on est assez fragile de ce point de vue-là. De la même manière, on a un système qui est de plus en plus fragile du point de vue de la biodiversité génétique. La biodiversité génétique, c'est ce qui, dans une population, permet qu'il y ait certains individus qui puissent résister plus ou moins bien aux aléas externes comme des aléas climatiques ou un pathogène, quelle que soit l'agression potentielle du milieu. Et on a une agriculture qui est de plus en plus basée du coup sur de la monoculture, sur des clones en fait, qui font que certaines cultures peuvent être ravagées assez rapidement par un pathogène. Et enfin, un affaiblissement des écosystèmes, c'est un peu ce que je disais par exemple sur l'exemple du sol. En fait, aujourd'hui, sur Terre, aucun être vivant n'est vraiment seul. On a tous, en tant qu'être vivant, des multiples interactions avec d'autres êtres vivants. Et c'est cette complexité de ces liens qui crée les écosystèmes. Par exemple, on a chacun en nous à peu près 2 kilos de bactéries qui sont indispensables en fait dans notre vie aussi. On retrouve l'importance des écosystèmes du sol, en fait, donc ce lien entre les vers de terre, les bactéries, les champignons, des liens complexes qui permettent aux plantes de correctement se nourrir, d'être assez solides face à des agressions extérieures, de correctement se développer. Voilà, donc rien que sur le secteur agricole, on voit
qu'on a un affaiblissement de la biodiversité sur ces trois piliers. Et donc, nous, chez Agoterra, on souhaite vraiment agir pour contrer ça, agir de manière positive. Et c'est pour ça qu'on voulait vous présenter aujourd'hui le projet DOE, un projet qui est positif et aussi collectif, avec notamment l'action de Bertrand Hospitality. Et donc, j'espère que ça vous inspirera. Et donc, Sophie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Claire. Rebonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord vous dire un petit mot sur OE pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. Chez OE, on crée des produits, des expériences au profit du bien commun. Donc concrètement, on est une marque engagée de vin, de champagne, de boissons sans alcool, qu'on essaie de produire et de commercialiser de la manière la plus responsable possible. Donc on est 100% en agriculture biologique. Nos bouteilles sont réemployables. On a une logistique qui est au maximum en zéro déchet, c'est-à-dire qu'on livre en casier, en coiffe consignée. Et on a une réflexion également sur tout le transport bas carbone, à la fois en ultra local, via des vélos cargo, par exemple, à Lyon, et également à l'international, via des livraisons en voilier, notamment. Et donc, l'objectif qu'on a chez OE, c'est vraiment de réduire au maximum les impacts de la filière, et donc nos propres impacts et ceux de nos clients. Et on sait, comme l'a rappelé Claire, que ça ne suffit pas aujourd'hui. Et donc, on s'est intéressé à la manière dont on pouvait participer à notre échelle à restaurer les écosystèmes. Chez OE, on s'est toujours intéressé aux questions de la biodiversité, aux questions des sols, à la question de l'eau, puisqu'on travaille avec des vignerons depuis maintenant quasi 10 ans. Et qu'on sait qu'on a des enjeux dans ce cadre-là qui sont assez importants, notamment quand on parle de biodiversité. La vigne, c'est une monoculture, donc ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la biodiversité. Pour vous donner des ordres de grandeur, la vigne, c'est 4% de l'agriculture en France, mais 20% des pesticides qui sont utilisés. Donc le raisin, c'est un fruit avec énormément de pesticides. Si on parle des sols, il y a une récente étude de Genesis qui montrait qu'en France, on a à peu près 48% des sols qui sont en bon état, mais qu'on tombe à 10% si on regarde les sols viticoles. Et donc, on a vraiment des enjeux énormes sur la partie amont agricole en vigne. Et donc, la manière dont on essaye de répondre à ça chez OE, c'est que depuis plusieurs années, on essaye d'accompagner nos vignerons partenaires, les vignerons auprès de qui on se fournit en vin, mais qu'on a voulu l'année dernière aller plus loin dans ce travail-là, en se disant qu'il fallait peut-être qu'on se confronte directement nous-mêmes à ces problématiques-là, qu'on monte en expérience, en expertise sur l'amont viticole. Et donc, on a acheté un premier domaine, qui est le domaine que vous voyez à l'écran, qui est le domaine OE de la Chapelle-Saint-Pierre, sur lequel officie Christian, qui est notre vigneron sur place. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de se dire comment on se confronte directement aux mêmes problématiques que nos vignerons, comment du coup notre accompagnement, l'accompagnement qu'on va leur apporter, il va être mieux pensé, plus réfléchi. Et donc, on a acheté ce premier domaine qui est en Vallée du Rhône, qui fait 6 hectares, qui est au nord d'Avignon pour que vous puissiez le localiser. On s'est simplifié la vie puisqu'il est sur deux communes, 2 départements et même 2 régions différentes, puisqu'on est à la fois à cheval sur la Drôme et sur le Vaucluse, et donc en Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA. On a acheté ce domaine donc l'été dernier, et donc peut-être qu'on peut avancer d'ailleurs d'une slide, Claire, s'il te plaît. Très concrètement, ce qu'on a fait en achetant le domaine, c'est qu'on a commencé par réaliser un diagnostic et une analyse de sol avec un partenaire qui s'appelle Ecofarm, qui est un partenaire avec lequel on travaille depuis maintenant plusieurs années et qui déjà est le partenaire technique qu'on met à disposition de nos vignerons partenaires qui souhaitent avancer dans leur transition agroécologique. Ils sont tous en bio déjà, mais donc l'idée c'est d'avoir aussi des pratiques agroécologiques en plus, en complément du cahier des charges d'agriculture biologique. Et donc, concrètement, Ecofarm, quand ils sont venus sur le domaine, ils ont posé des questions sur les pratiques viticoles, donc vraiment pour faire ce qu'on appelle un diagnostic agroécologique. Et puis, ils ont creusé des trous sur le domaine. Là, vous voyez Florian d'Ecofarm
qui a creusé un trou d'environ 1 mètre, 1,50 m pour analyser le sol. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail, mais c'est juste pour vous montrer tout le travail qu'il y a en amont d'un projet qui atterrit sur la plateforme Agotera et que finance Bertrand Hospitality. Ça veut dire que Florian, il a regardé, il a analysé le sol selon 3 dimensions. Il a regardé la fertilité chimique du sol, quel est le pH du sol. Il a regardé ce qu'on appelle la fertilité biologique. Est-ce qu'il y a de la vie dans le sol? Est-ce que quand on creuse un trou dans le sol, on voit des vers de terre, très concrètement? Et puis, il a regardé la fertilité physique du sol. Quelle est la texture du sol? Est-ce qu'il est très compacté ou pas? Est-ce qu'il y a des cailloux ou pas? Quelles sont les différentes strates qu'on peut voir? Et donc, à partir de là, en fait, Ecofarm nous rend un audit, une note d'ailleurs, puisque eux, ils travaillent en note, et propose un itinéraire de transition. Donc, ça veut dire qu'on a un ensemble d'actions qu'on doit mener sur les 5 prochaines années pour faire passer ce domaine de la note initiale Ecofarm, qui est une note de 42 sur 100. On pourra rentrer un peu dans le suivi, c'est Claire qui s'en chargera ensuite, à une note beaucoup mieux disante à l'issue des 5 ans. Pour vous donner 2 exemples sur la manière dont cette note Ecofarm elle est constituée, il y a plein de sous-notes thématiques dans cette note globale environnementale. On a par exemple une sous-note sur la biodiversité, où sur le domaine, on est à 20 sur 100. Donc, autant vous dire qu'il y a du travail à faire pour restaurer la biodiversité sur ce domaine. Et sur la qualité, la santé des sols, on est à 27 sur 100. Donc là aussi, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Pourquoi on est à 20 sur 100 sur la biodiversité? Moi, je ne suis pas agronome, j'aurais dû commencer par là, mais pour vous dire un petit peu d'où ça vient, en fait, il y a très peu de diversité cultivée sur la vigne puisqu'on a que de la vigne. Comme je le disais, on est sur une monoculture. On n'a pas du tout aujourd'hui sur le domaine, c'est un domaine qui est en bio, mais on n'a pas du tout d'infrastructure agroécologique. Ça veut dire qu'on n'a pas, par exemple, de bandes fleuries, on n'a pas de couverts végétaux, on n'a pas de haies. Donc, il n'y a rien de tout ça qui permettrait de faire revenir de la biodiversité sur les parcelles. En revanche, comme on est en bio, on n'a pas trop de problématiques liées aux pesticides. Et puis, on est sur des toutes petites parcelles qui sont par ailleurs très boisées. On a un bois à proximité. Nous, dans les 6 hectares qui sont notre propriété, on a une partie de vigne et on a une partie de bois. Donc ça fait un tout petit peu augmenter la note qu'on a. Et donc, à partir de là, on a cette feuille de route, comme je vous disais, sur 5 ans, sur laquelle on a commencé à avancer. On a mis en place plusieurs actions. Vous voyez à l'écran, par exemple, l'apport de compost qui va nous permettre de remettre de la matière organique dans les sols. Comme on aime bien la circularité d'ailleurs chez OE, je fais un petit aparté, on travaille avec les alchimistes sur ce compost. Les alchimistes, ils récupèrent des biodéchets d'entreprises qui transforment en compost. Et donc, nous, on s'est dit ça peut être intéressant de récupérer les biodéchets d'entreprises chez qui on livre nos vins et la boucle est complètement bouclée en faisant ça. De la même manière que Bertrand Hospitality qui finance la régénération de vignes qui fournissent du vin ensuite dans les établissements. Et toujours essayer d'avoir cette pensée pas linéaire, mais très circulaire dans ce qu'on fait. Et donc, dans les premières actions, il y a eu toute une partie plutôt sur la partie sol qu'on a mise en place, qui consiste à commencer à décompacter le sol, qui consiste à apporter de la matière organique. Donc, je le disais, avec le compost, on a commencé à semer des premiers couverts aussi, pour que le sol ne soit pas à nu, mais soit recouvert entre les rangs de vignes. On a apporté du soufre élémentaire pour réduire un peu le pH du sol. J'en parlais sur la partie analyse réalisée au préalable. Et puis, on a toute une partie aussi sur la plantation de haies et d'arbres. Donc, on a fait venir un autre organisme qui s'appelle l'AFAF, l'Association française d'agroforesterie, que vous voyez également sur la slide, qui vient pour établir un plan d'implantation de haies et d'arbres, pareil, pour remettre de la biodiversité, donc attirer la faune en leur procurant un abri, proposer des écosystèmes plus équilibrés avec un peu plus de diversité végétale, réduire aussi les risques d'érosion. Donc, plein de
d'intérêt comme ça à pousser ce genre d'action. Et donc, nous, au final, en fait, on est arrivé sur un budget sur les 5 prochaines années sur le domaine. Et c'est là où on s'est dit que ça serait intéressant d'y associer nos clients finaux, des entreprises qui sont désireuses de contribuer à la restauration des écosystèmes, à la restauration de la biodiversité. Et c'est là qu'on s'est associé à Agoterra, qu'on a travaillé avec Bertrand Hospitality sur le sujet, qui vient en complément d'autres financements, notamment des financements publics. On est accompagné par l'Agence de l'eau, par exemple, sur ce genre de projet, avec l'idée voilà, de pouvoir collectivement contribuer à restaurer la biodiversité. Voilà. Merci Sophie. Je vais vous donner un petit aperçu de qu'est-ce qu'on peut faire comme suivi du projet, qui est toujours important quand des entreprises du coup extérieures à OE cofinancent ce projet-là. C'est important pour elles, tu le diras sans doute Karine, mais d'avoir une visibilité sur ce qui se passe réellement sur le projet et comment on suit le projet dans le temps. Donc ce projet, il est calé sur 5 ans pour en tout cas sa première étape. Donc, comme l'a dit Sophie, il y a une première étape d'analyse qui a eu lieu au tout début du projet, avec du coup une analyse, un diagnostic des sols, une évaluation un peu plus large, du coup réalisée par Ecofarm sur les pratiques mises en place sur le domaine, pour avoir une évaluation plus large de l'impact sur l'environnement. Et puis, bientôt, un comptage biodiversité qui servira de référence, donc réalisé avec la LPO, qui servira de référence, donc un diagnostic, on va dire, initial. On a le diagnostic des sols et des pratiques qui sera aussi réalisé à mi-parcours du projet pour vérifier l'avancement. Et puis enfin, ces 3 diagnostics qui seront réalisés à l'issue des 5 ans, donc d'analyse de sol, d'impact des pratiques sur le domaine et un comptage biodiversité pour vraiment pouvoir montrer la progression qui aura été réalisée sur les 5 ans. En termes d'indicateurs, on a plusieurs types de choses qui peuvent remonter sur la plateforme. Déjà, un suivi des leviers, des actions mises en place. Donc, l'avancement sur l'apport de matière organique, comme l'a dit Sophie, les couverts végétaux, les bandes fleuries, les haies et du coup, le projet plus large de vitiforesterie qu'on va suivre au fur et à mesure. Et puis, on poste aussi quelques actualités lors de la mise en place des actions pour illustrer et rendre concret en fait ce qui se passe sur le domaine. Et ensuite, on a d'autres types d'indicateurs qui permettent de mesurer l'impact qu'a le domaine sur la biodiversité et aussi d'un point de vue carbone, comme vous pouvez le voir. Donc sur la biodiversité, on a différents indicateurs. Ils peuvent être très nombreux quand on parle de ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de sujets différents, mais on en a sélectionné quelques-uns qui sont on va dire les principaux en général dans l'agriculture. Donc la couverture du sol, la fertilisation azotée, la part des engrais organiques, les linéaires de haies, donc ces infrastructures agroécologiques qui sont très importantes pour plein d'aspects de la biodiversité, et l'usage des phytosanitaires. Et on suit du coup aussi les indicateurs classiques côté carbone qu'on retrouve, donc les émissions de gaz à effet de serre sur le domaine et l'évolution du stock de carbone dans le sol. Voilà pour le petit aperçu. Maintenant, je vais laisser Karine nous présenter la démarche de Bertrand Hospitality. Karine, et pourquoi tu as choisi de soutenir ce projet. Ouais, merci Claire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, juste avant ça, je vous représente rapidement Bertrand Hospitality. Donc nous, on est une filiale du groupe Bertrand. Le groupe Bertrand, c'est le premier restaurateur, premier groupe de restauration en France. On est un groupe qui a été créé par Olivier Bertrand, qui est toujours notre président. Il l'a créé il y a 25 ans avec un restaurant et aujourd'hui, il en a un peu plus sur toute la France. Et on est organisé en 2 filiales, donc Bertrand Franchise, avec plusieurs enseignes de restauration à table qui se développent, comme son nom l'indique, en franchise. Et puis Bertrand Hospitality, donc dans laquelle moi je travaille, qui regroupe plutôt des établissements parisiens ou franciliens, un peu plus premium, sans être non plus luxe, mais voilà, plus premium que Bertrand Franchise. Et puis, uniquement en succursale. Donc, on n'a pas, sur Bertrand Hospitality, on n'a pas ce schéma de franchisé. Donc, c'est vraiment nos collaborateurs. Donc, on a environ 2500 collaborateurs. Sur le siège, on est 150 et le reste, ce sont dans nos restaurants, dans nos établissements. Et les établissements, on en a à peu près
voilà, une 60aine sur la France et après on a une 20aine de partenaires à l'international. Et sur la France, sur Paris, donc on a des brasseries pour si vous êtes un peu parisien, pour ceux qui connaissent, donc des brasseries historiques de la vie parisienne comme l'Alsace, la Lorraine, la Coupole, le Pied de Cochon, la brasserie Lippe, le Vaudeville, etc. Et puis on a des restaurants plus contemporains comme le Sir Winston, Key West, Paul Po, Lille, le Flora d'Annika. Bon, et je vous fais pas toute la liste. Et enfin, on a des restaurants aussi dans des musées, des parcs et des jardins de la ville de Paris ou autour de Paris. Voilà, on a des restaurants dans les parcs du château de Versailles, dans le château de Versailles, dans les jardins des Tuileries. Donc nous, notre métier, c'est d'abord d'acheter à manger, de cuisiner et de faire plaisir et servir nos clients. Donc c'est pas forcément le domaine agricole, l'agriculture qui est notre premier métier. Par contre, on en dépend fortement pour toutes nos activités de tous les jours. Donc là, je vous remets un peu les grands axes de notre démarche RSE qui sont disponibles dans notre rapport RSE. Donc je vais pas tout vous détailler, mais voilà, c'est 3 axes qui sont assez classiques pour un groupe qui traite on va dire de l'agroalimentaire en général. Donc nous, c'est proposer une cuisine plus responsable avec un travail sur nos filières, sur nos achats, donc en proximité avec le service achat chez nous, pour voilà, essayer d'améliorer jour après jour les produits qu'on achète, d'où ils viennent, est-ce qu'ils sont labellisés, quelle est la démarche de la coopérative derrière, etc., etc. On a un deuxième axe sur les ressources naturelles, donc tout ce qui va être énergie, consommation d'eau dans nos propres restaurants, tout ce qui est tri et valorisation des déchets. Donc nous, on travaille effectivement en partie avec les alchimistes sur le tri des biodéchets, et donc derrière qui sont réutilisés en partie par le domaine OE et puis d'autres agriculteurs, et tout ce qui est empreinte carbone, plan climat, stratégie climat 2030, et dernière partie qui est plus sociale, qui est liée effectivement à notre métier, qui n'est pas un métier facile pour les collaborateurs qui travaillent le soir, le week-end, en coupure, et donc on essaye d'améliorer à la fois leurs conditions de travail, mais aussi la diversité et l'égalité des chances dans nos établissements. Donc voilà, ça c'était la politique en général. Et si on revient un peu plus sur le sujet de la biodiversité, et on va dire même de la contribution agroécologique sur différents projets, je vous ai remis un petit historique. Donc le département RSE que je dirige pour Bertrand Hospitality, il existe depuis 2019. Donc ça fait 6 ans. Au départ, on est parti de pas grand-chose. Donc au départ, ce qu'on faisait, on a fait de la contribution carbone, alors via des crédits carbone internationaux, déjà parce qu'à ce moment-là, 2019-2021, il n'y avait pas encore beaucoup d'autres solutions qui existaient sur de la contribution carbone aux biodiversités. Donc voilà, on avait fait ça avec un autre partenaire que Agotera à l'époque. C'était voilà, les débuts un peu de toute notre stratégie carbone. Après, il y a une deuxième phase où en fait, nous, on est un groupe franco-français. Notre président est français, nos établissements sont en France, on essaye d'acheter majoritairement français, donc ça avait quand même plus de sens de faire de la contribution carbone au niveau français. Et puisque le gouvernement avait lancé le label bas carbone, et notamment pour les élevages bovins, les élevages laitiers, on a commencé à travailler avec Agotera à ce moment-là pour, on va dire, faire de la contribution carbone, mais cette fois-ci auprès de ces éleveurs français, et donc de pouvoir choisir à la fois des élevages qui étaient à proximité de nos établissements, à ce moment-là, à moins de 25 km de nos établissements, et en plus en partie dans notre chaîne de valeur, parce qu'ils travaillaient pour la moitié d'entre eux pour un de nos principaux fournisseurs de viande de bœuf français, mais on garantissait pas qu'ils travaillaient forcément avec nous, mais en tout cas qu'ils travaillaient avec le fournisseur avec lequel on travaillait. Donc on avait commencé à se rapprocher de notre chaîne de valeur et se rapprocher de notre territoire. Et effectivement, le dernier bloc qu'on a initié depuis l'année dernière avec Claire et Sophie, c'était d'aller vraiment plus loin sur le côté de collaborer sur un projet qui est dans notre chaîne de valeur, puisque donc OE, nous on travaille avec les vins OE depuis 2022. Donc depuis 2022, vous retrouvez sur la carte de nos restaurants tout ou partie de la gamme OE. Donc déjà c'était important pour nous puisque c'est des vins bio, c'est une société qui est Bicorp, les bouteilles en verre sont consignées, donc nous elles sont réutilisées ensuite. Donc ça c'était la première étape, et puis là de pouvoir cette fois-ci collaborer ensemble sur un projet très concret français et de pouvoir financer
un projet qui est dans notre propre chaîne de valeur, ça avait beaucoup plus de sens que ce qu'on avait pu faire jusqu'à maintenant, même si tout était, voilà, chaque brique compte. Et donc, Agotera nous permettait de mesurer, effectivement, comme elle a montré Claire juste avant, l'impact de ce financement. Donc, nous, on vient financer sur une longue période. Donc, c'est cette transition agroécologique du domaine OE. Donc, c'est 1 hectare. On finance pas 100% du projet parce que on n'en avait pas forcément les moyens dans mon budget RSE. Et puis aussi, c'est bien qu'il y ait à la fois des financements privés, des financements publics et qu'il y ait un collectif qui se nourrisse de toutes ces actions. Donc, on finance l'équivalent d'1 hectare sur tous les projets que OE va mener. Et pourquoi, je pense que je conclus, voilà, pourquoi soutenir ce genre de projet? Alors, bon, il peut y avoir plein de raisons, mais effectivement, en fait, c'est déjà que c'est un projet concret qu'on peut aller même observer. Et on s'était dit d'ailleurs avec Claire et Sophie que probablement en fin d'année de cette année, on emmènerait certains de nos restaurateurs, enfin certains de nos directeurs de restaurants qui vendent le vin OE directement sur le domaine pour leur expliquer concrètement quelles actions ont été faites et vont être faites dans les prochaines années grâce à ce financement. Donc, en fait, c'est un projet qu'on peut visiter. Voilà, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans pour les projets de crédit où on avait fait de la contribution carbone sur l'international. Là, c'est vraiment porteur de sens. On peut l'expliquer facilement à nos équipes. C'est pas toujours simple d'expliquer les enjeux biodiversité et carbone au sein d'une entreprise parce que ça peut paraître loin, parce que ça peut paraître abstrait. Et là, tout d'un coup, on se reconnecte à un produit qu'on vend et à un domaine qui est pas très loin de nos établissements. Ensuite, c'est un projet, je l'ai dit, qui s'inscrit dans notre chaîne de valeur. Donc, on vient améliorer les pratiques d'un de nos fournisseurs avec qui on travaille. Et c'est possible parce qu'on travaille ensemble, en fait. C'est possible de faire ça. Et là où l'agriculture a besoin aussi des entreprises privées au-delà des financements publics pour opérer certaines transitions. Et donc, je pense qu'on a, en tant qu'entreprise, on a aussi un rôle à jouer, même si on ne peut pas être seul à le faire. Et donc, effectivement, c'est soutenir la transition agroécologique. Le carbone, c'est important parce que c'est quantifiable et parce que c'est important pour l'intégralité des entreprises et des humains, mais la biodiversité tout autant. Et comme c'est un sujet, la biodiversité, qui est plus complexe et qui est plus récent quand même, ce projet nous permettait de commencer à agir sur ces sujets biodiversité au-delà du carbone. Je pense que j'ai fait le tour des différents éléments. Merci Karine. Du coup, en conclusion, moi justement, pour rebondir sur ce que tu disais, Karine, je voulais reparler du fait que souvent, en fait, on entend que dans les entreprises, on distingue vraiment les 2 sujets, biodiversité et climat, qui sont parfois en concurrence sur des budgets. Enfin, c'est pas forcément facile ils sont pas forcément traités ensemble. Alors qu'en fait, il y a énormément de liens entre ces 2 sujets. Il y a des boucles de rétroaction entre les deux. On a vu que le changement climatique avait un impact négatif sur la biodiversité. Et de la même façon, une biodiversité qui est mise en danger peut avoir aussi des impacts sur le climat. Par exemple, un arbre qui est en moins bonne santé, au lieu de stocker du carbone, il peut en relarguer. Le plancton dans les océans, c'est pareil, en fait, quand il est en mauvaise santé, il va arrêter de faire de la photosynthèse et donc arrêter de stocker du carbone. Donc, en fait, il y a des liens vraiment intrinsèques entre ces 2 sujets. Et on a de la chance parce que souvent, en tout cas, quand on parle d'agriculture, les actions, en fait, qu'on peut mettre en place ont un impact positif sur la biodiversité et le climat. Quand on parle de régénérer les sols, de remettre de la vie dans le sol, par exemple, ça a un impact positif sur la biodiversité via la vie du sol et ça a un impact positif sur le climat parce ça va permettre de stocker du carbone dans le sol, pardon. Il y a plein d'actions comme ça qui sont à la fois bénéfiques pour la biodiversité et pour le climat d'ailleurs, côté atténuation et aussi adaptation au changement climatique, puisque ça va être des exploitations qui sont plus résilientes de manière générale. Après, il existe aussi, bien sûr, des actions qui sont importantes, notamment dès qu'on pense aux infrastructures agroécologiques comme les couverts mellifères, les bandes fleuries, etc., qui n'ont pas forcément de poids carbone. Donc, c'est important de les ajouter, d'augmenter, on va dire, le périmètre d'action, mais sûrement pas de les faire se concurrencer tous les deux. D'ailleurs, c'est pour ça que chez Agotera, on a vraiment à cœur de travailler ces 2 sujets en même temps. Donc, à 3 niveaux, par exemple,
on remonte des indicateurs biodiversité sur nos projets qui sont initialement des projets carbone. On travaille aussi en ce moment à lancer cette année des pilotes qui permettront de générer à la fois des crédits carbone et des certificats biodiversité sur des exploitations agricoles. Et puis, on travaille, comme sur ce projet, le projet d'OE, sur des projets qui ont vraiment une entrée biodiversité, régénération, sur lesquels on va aussi mesurer en fait des indicateurs carbone. Donc, finalement, voyons la bonne nouvelle qui est avec quelques actions bien choisies, on a un impact positif sur ces deux sujets qu'on doit traiter de manière simultanée. Voilà, c'était le message que je voulais aussi poser à la fin. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, ça y est, c'est le moment. Si vous pouvez, on a déjà quelques questions dans les commentaires. N'hésitez pas si vous avez à en ajouter. Alors, je vais balayer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une première question plutôt pour OE sur le choix des actions à mener sur le domaine. Je crois y avoir répondu en partie. Pour nous, c'était important en tout cas de monter le projet sous un format collectif pour pas qu'on soit jugé parti. On est sur un sujet qui est complexe, la biodiversité. On s'inscrit pas dans un cadre réglementaire comme le label bas carbone, par exemple, ou des crédits carbone. On est hors cadre aujourd'hui. On n'est pas encore sur non plus le cadre de certificat biodiversité que mentionnait Claire. Et donc, pour nous, c'était vraiment important de travailler et avec Ecofarm comme comme partenaire technique agronomique sur le domaine qui réalise l'audit et qui propose le plan d'action, et avec Agoterra qui puisse aussi nous challenger et suivre les différentes actions, nous challenger sur les indicateurs qu'on peut fournir. Et donc voilà, nous on avait vraiment à cœur de porter ce projet-là dans une démarche collective. Et donc les recommandations en tout cas qu'on met en œuvre, c'est les recommandations initiales d'Ecofarm, mais qu'on vient compléter à chaque fois avec des spécialistes sur chacune des thématiques. C'est-à-dire qu'Ecofarm, il s'empare du diagnostic et du plan d'action sur 5 ans, dont ils assurent un peu la cohérence, on va dire. Mais en revanche, sur la partie vitiforesterie, on avance avec la FAF. Sur la partie biodiversité, ça c'est la LPO, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment la manière dont nous, on pense ce sujet-là. Et de la même manière, sur la partie financement, c'est l'état d'esprit qu'on a sur comment on peut faire cofinancer toutes ces actions-là à des entreprises à qui ça peut bénéficier également, qui s'appuient sur la biodiversité dans leurs activités, et auprès de qui on peut apporter aussi les bons éléments et de communication et de reporting, etc. Voilà, pour répondre à la première question. Merci Sophie. Lorenzo, je note la session du Forum de la coopération à Chambéry. J'irai voir plus précisément. Merci pour la suggestion. Karine, je crois qu'il y a une question pour toi. Quels ont été les défis pour embarquer les instances dirigeantes sur ce sujet, et quels sont les défis de manière générale peut-être, et de ton côté, quels sont les arguments qui arrivent à aider ces instances à aller vers le financement de l'agroécologie? Alors oui, il y a forcément des défis, et je dirais qu'il y en a deux sur ce sujet précis. Il y en a un, il est financier, tout simplement. Voilà, est-ce qu'on a le budget, la capacité financière pour soutenir ce genre de projet? Et la deuxième chose, c'est que effectivement, c'est quand même des nouveaux projets. La biodiversité, l'agroécologie sur du financement, le carbone, ça fait maintenant quelques années, j'en ai parlé. Et effectivement, on n'a pas clairement en face, on n'a pas de crédit carbone, même si on fait pas ça que pour ça, mais on coche, entre guillemets, on coche pas une case tout à fait. D'ailleurs, quand on répond à des questionnaires, même pour nos banquiers, nos partenaires financiers, il y a souvent la question: est-ce que vous avez fait de la contribution carbone? Il n'y a pas encore: est-ce que vous avez fait de la contribution biodiversité? Donc, effectivement, on prend, entre guillemets, nous, ma direction prend le risque de faire un financement, évidemment, qui sert à quelque chose, mais qui ne coche pas toujours maintenant des cases qui existent dans des tableaux Excel de partenaires. Cependant, nous, on était convaincus, l'équipe dirigeante a été rapidement convaincue de l'utilité du projet, parce que
c'était 2 entreprises qu'on connaissait, que ce soit Agotera ou OE, avec qui on avait travaillé, avec qui on travaille, voilà, on s'approvisionne même sur ces produits. Donc, c'était des partenaires de confiance. Et encore une fois, c'était un projet concret qu'on pouvait aller voir. Donc voilà, après quelques échanges, j'ai pas mis trop de temps à convaincre la direction. Mais c'est sûr que oui, il faut trouver les bons arguments. Et puis, il faut avoir la confiance sur ce genre de projets qui sont un peu nouveaux pour l'agroécologie et la biodiversité en France. Ouais, merci. Et là, je ne sais pas s'il y avait une deuxième question dans la question. Je vois une question, comment sortir la RSE du prisme carbocentré pour faire rentrer la biodiversité dans la RSE? Moi, j'ai peut-être une première réponse et puis Karine complétera. En fait, de plus en plus, la question qui se pose pour les entreprises, c'est vraiment la résilience. Donc, il y a une notion de risque, notamment de chaîne d'approvisionnement, enfin, soit de chaîne d'approvisionnement quand on est notamment sur des entreprises agroalimentaires ou liées à l'agriculture, soit de la résilience territoriale, en fait, l'impact, enfin, la détérioration de l'environnement sur un territoire peut avoir un impact très concret sur des usines, enfin, sur la population locale. Donc, en fait, pour moi, et j'ai l'impression que de plus en plus d'entreprises prennent conscience de ça et rentrent dans cette réflexion-là. C'est une question de la résilience de l'activité. Et quand on parle résilience, il y a le carbone, mais par contre, la biodiversité, c'est aussi un point extrêmement important. Et donc, je pense que c'est potentiellement un angle dans lequel c'est plus facile de voir plus large que le pur carbone. Peut-être, Karine, toi, tu as un témoignage plus spécifique là-dessus. Oui, alors, c'est pas si simple parce qu'effectivement, le carbone a l'avantage d'être très quantifiable et d'un point de vue international, il y a maintenant des unités de mesure qui convergent. Et encore une fois, voilà, le monde de la finance est très carbocentré pour le moment. Mais on sent bien que ça évolue. Enfin, si je reprends l'exemple des questionnaires des reportings extra-financiers que je complète chaque année, nous, on n'est pas coté en bourse pour nos partenaires financiers. La question de la biodiversité maintenant apparaît et elle apparaît depuis 2024. Elle n'était pas présente dans ces questionnaires avant. Maintenant, elle est liée. Donc, on sent bien que le sujet est aussi en train de d'intéresser l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes à l'entreprise. Et la biodiversité, effectivement, il y a la résilience des aliments qu'on achète, nous, et qui nous font vivre et pour servir nos clients. Et puis, c'est plus concret que le carbone, qui reste malgré tout très abstrait pour nos équipes en interne, même si on a fait des fresques du climat, même si on a une stratégie climat. Le carbone, c'est toujours on peut mettre des chiffres, mais personne n'a une idée de ces chiffres, en fait, de ce qu'ils veulent dire. Je pense que la biodiversité, on peut pas encore toujours mettre des chiffres où on commence, mais il n'y a pas un vocabulaire encore très standardisé. Par contre, les gens, ils comprennent de quoi on parle. Donc voilà, je pense que ça se fait au fur et à mesure du temps, avec un peu de pédagogie et puis des actions comme celle-ci qui montrent concrètement en quoi ça peut consister, en fait. Et c'est vrai que sur l'aspect reporting, notamment la CSRD a un énorme pan biodiversité avec des demandes ambitieuses, ouais. Donc, d'analyse de risques, etc., d'impact. Donc, c'est quand même un sujet, on le sent, qui a mis plus de temps à entrer dans le débat, mais qui maintenant commence à être quand même vraiment présent. Oui. Et moi, si j'ajoutais, je le vois sur les clients d'OE, que la biodiversité, c'est quand même un sujet plus enthousiasmant, pour reprendre ce que dit Karine, et beaucoup plus concret. Nous, on voit qu'on a une accroche via le carbone, parce que le réemploi des bouteilles permet de réduire considérablement les émissions carbone de sa chaîne de valeur, de l'ordre de 80%. C'est effectivement, on a plein de chiffres pour montrer ça, sur la réduction des émissions carbone, des déchets, etc. En revanche, on n'a jamais le même enthousiasme que quand on parle de biodiversité, que quand on parle des projets concrets qu'on mène chez nos vignerons partenaires. Et voilà. Et je pense que ça ne remplacera pas toute la partie reporting et indicateurs tangibles, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là pour embarquer les gens.
Et je reviens, pardon, j'avais oublié quelque chose dans les freins, effectivement, pour embarquer l'équipe dirigeante. Ce qui n'était pas simple aussi, c'était que c'est un engagement de long terme qu'on a pris avec Agotera et OE. Donc, c'est un financement sur plusieurs années. Et c'est pas toujours simple pour une direction de se dire, OK, mais dans 3, dans 4, 5 ans, où est-ce qu'on en sera, nous? Est-ce qu'on sera toujours en capacité de financer ce projet? Surtout après le Covid qu'on a vécu, où nous, nos restaurants ont été fermés, donc il n'y avait plus de chiffre d'affaires. Donc, il y avait aussi ce petit frein qui peut être que c'est aussi un engagement de moyen-long terme, ce qui n'était pas forcément toujours le cas sur des financements carbone précédents. Et donc, là, c'est la capacité d'un groupe à être pas que dans le court terme, et de se dire c'est aussi ces projets-là qui vont permettre de nous rendre plus résilients sur du long terme. Et je ne connaissais pas l'approche de la robustesse, donc je vais regarder, Lorenzo, en quoi cela consiste. Oui, merci beaucoup pour ces questions et ces suggestions. Et Pierre, du coup, avec plaisir pour continuer la discussion sur les indicateurs et la mesure au cours des projets biodiversité. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent à ce webinaire et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous deux.